Salut tout le monde, bienvenue au podcast hebdomadaire du trio économique. On ne pluguera pas 3000 patentes là, aujourd'hui. Là. On va juste dire que Vincent est beau, puis on start ça right now avec le Q&A. Ouais, ben en plus, l'autre fois, Vincent, il a gagné un prix de je sais pas quoi. Tout le long du podcast, on essayait d'en parler. C'est mais ça, c'est tout parce est que Yann. wow, un peu. C'est À parce toutes que les fois que Yann. j'essayais de c'est le parce que plugger, Yann- non, wow, j'ai essayé de le plugger comme 4-5 fois. Il me coupait la parole tout le temps. Je veux dire, come on, man. Non, Hey. non, c'est toi qui sais pas de quoi tu parles encore. Yann. Ah. T'es pas du monde. T'es pas du monde. Ben avant qu'on rentre dans les questions du monde, parce qu'aujourd'hui, c'était un épisode questions-réponses des auditeurs sur Patreon. Vincent, tu veux-tu nous parler de cette affaire-là en 2-3 minutes? Écoute, vraiment simple. J'avais fait un article sur la pandémie et la reprise économique pendant et après une pandémie. Puis c'était Ce qui pourrait largement amener à certains paris louches aussi, on va dire. ouais, avec des paris avec des animateurs de radio ou des chroniqueurs de radio de la région de Lévis. Personne en spécifique qu'on a en tête ici, en tout cas. Mais Parle de ton prix. Là. ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait une couple de fois depuis plusieurs années que je disais quand il y a une crise, c'est là que la liberté économique est la plus importante parce que tu veux laisser un environnement flexible pour les entrepreneurs de trouver des solutions, d'inventer, de s'ajuster à des trucs qui sont inattendus. Fait que nous, ce qu'on s'est dit, ben faisons-le formellement, parce qu'il y a des gens qui l'avaient fait, mais personne ne l'avait fait pour une pandémie. Fait que moi et ma co-auteure, Jamie Pavlik, on a fait un article dans lequel on a regardé la plus grosse pandémie de l'histoire pour laquelle on a des données assez claires. Celle de 1900. Oui, exactement. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, OK, voici l'effet d'un décès, mortalité excédentaire de plus. Et voici à quel point cet effet-là est mitigé par la liberté économique. Donc, si, disons, un décès de plus par 100 000 personnes en mortalité excédentaire, ça réduit le revenu de, disons, 5 ou 6 bien, un point de liberté économique enlève 15 du 6 Fait que les économistes peuvent être aussi morbides que les actuaires, de ce que je comprends. Là. Yep. Fait que nous, ce qu'on disait, c'est quand c'était une économie libre, les dommages de la pandémie la reprise était plus rapide. Les dommages pendant la pandémie étaient plus légers parce que les gens pouvaient s'ajuster plus facilement. Donc, des économies libres passent mieux à travers des pandémies. Puis cet article-là était tellement jugé original que moi et Jamie, on a gagné un prix. Fait que c'est ça. C'était-tu payable en steak and egg ou en nature ou quelque chose? Non, tout ce qu'il y a, c'est une plaque. Puis là, je ne sais plus quoi faire. J'en ai tellement gagné des prix pour ma recherche que je ne sais plus quoi faire avec des. Je dis ça en joke, mais c'est pas exactement une joke. Fais comme moi, Pour vrai, c'est la 6e plaque que j'ai pour ma recherche. Ben écoute, tu peux peut-être faire des enchères avec ça, je sais pas. Là. Ben, je sais pas ce que les gens voudraient de cette affaire-là. Mais c'est comme les cartes de hockey, ça peut-tu prendre la valeur la journée que tu gagnes un Nobel? Bonne question, ça m'étonnerait. Puis je pense pas que je vais gagner un Nobel. Là. Non, pour vrai, c'est trop. T'es trop nono pour ça, c'est impossible un jour. Non, c'est pas ça le point. C'est que la game... qu'il est passé à gauche pour gagner un Nobel. Non, c'est que le Nobel, c'est une autre game complètement différente que, franchement, je ne suis pas super intéressé à jouer. C'est pas super le fun, en fait. Attends un peu, tu parles qu'il y a une game dans les Nobel. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, oui, il y a une grosse. Écoute, les économistes qui veulent le prix, là, c'est tu dévoues ta carrière au complet à faire ça. Puis c'est un investissement vraiment incroyablement intense. Mais qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que toi tu fais? Ben, ça fait que tu fais beaucoup de politique de département, d'université, de conférences. Tu choisis des sujets beaucoup plus en fonction d'à quel point tu peux avoir du financement puis des équipes de recherche qui viennent avec toi. Tu as beaucoup de jeux politiques à l'intérieur. Je ne sais pas comment le décrire efficacement pour le podcast, mais c'est plus un prix. Il faut créer une notoriété, pas juste une bonne recherche, mais une notoriété qui va autour, probablement. Oui, puis je te dirais que c'est rendu que je pense que les premiers prix Nobel en économie avaient un gros following, un gros effet. Mais dernièrement, la profession maintenant fait plus comme
quand quelqu'un gagne, ça a perdu un peu de son prestige. Mais il y a aussi des histoires vraiment tristes. En fait, il y avait 2 personnes qui étaient clairement sur la liste pour l'avoir. Martin Weitzman puis Alan Kruger. Kruger l'aurait sûrement gagné en 2021, c'est presque garanti. Mais la game est tellement difficile à jouer pour ça. Parce que tu joues dans le top 1% du top 1%, donc c'est vraiment le tippy top. Puis ben, les 2 que je te mentionne se sont suicidés, notamment à cause des pressions. Martin Weitzman, en fait, était supposé le gagner, puis il a perdu, puis c'est vraiment pour une raison atroce. Il y avait un dossier criminel. Il s'était chicané avec son voisin. Puis en chicanant avec son voisin, c'est à propos de. Puis c'est pas une joke parce que le gars, c'est un économiste qui vivait sur une ferme. Il a volé de l'engrais à son voisin. Ils ont eu une chicane, il y a un dossier criminel. Il ne l'a pas gagné. Puis c'est un gars qui faisait de l'économie de l'environnement. Puis il était tellement convaincu qu'il n'y aurait jamais une chance. Non, mais vous riez, mais c'est vraiment. Mais ça a fini mal, là, je comprends. Mais dans sa lettre de suicide, c'était assez clair Colique. que c'était que ne pas l'avoir gagné l'année où il y avait une chance de le gagner, parce que c'était sur le sujet de l'environnement. Il ne l'aurait jamais. Donc, sa carrière, tous les efforts n'avaient pas été rémunérés. Puis le gars qui a gagné, c'était un de ses étudiants, je pense, ou quelqu'un qui débattait. Puis tout le monde jugeait que Weitzman avait fait des efforts innovateurs beaucoup plus importants que Nordhaus, qui a gagné lui-même. Fait que tu sais, c'est une. Jouer ce game-là, c'est vraiment facile de devenir misérable. Puis. Puis ça devient un objectif qui est presque une obsession aussi, probablement. C'est ce que tu essaies de dire, dans le fond. Oui, mais il y a aussi le fait que c'est que tu as aussi un avantage si tu as été à Harvard ou à Princeton ou à Yale. Fait que là, tu sais, déjà. Même en économie, ou est-ce que c'est pas nécessairement les plus grosses réputations, je pense, en économie? Non, c'est ça, je te dirais. Ben, c'est les plus grosses en économie, il n'y a aucun doute. Tu ajoutes LSE puis Stanford là-dedans, puis Berkeley, puis tu as le tour au complet. Mais l'affaire, c'est que si on respecte très bien, il n'y a pas nécessairement une grosse hiérarchie, mais il y a comme 2 castes dans le groupe. C'est tous les économistes en général, puis le vraiment, vraiment, vraiment top. Puis il n'y a personne qui est mal vu d'être dans le économiste en général versus ne pas être dans le tippy top. Mais pour avoir le prestige du tippy top, d'être vraiment au sommet, c'est vraiment demandant, c'est étreignant en fait. Toute qu'une histoire pareille, hein, les enfants. Ça fait penser un peu aux interminables trucs du Rock and Roll Hall of Fame, là, où à chaque fois, t'es comme, bon, celui qui est présagé pour... Et finalement, non, c'est pas ça pantoute, c'est un artiste que, bon... puis personne connaît. Le Hall of Fame du baseball, c'est la même chose. Pete Rose, Barry Bonds qui sont exclus, ces choses-là. Tu fais tabarouette, man. C'est ça. Puis tu sais, ça revient un peu à l'économiste que tu parlais, là, tu sais, qu'il l'a pas eu principalement à cause d'un dossier criminel. Tu te dis, est-ce qu'on récompense réellement la recherche scientifique ou on récompense... Puis tu sais, on va introduire au fur et à mesure des critères woke dans tout ça. Là, je veux dire, ils y échapperont pas. Là. Ben, tu sais, écoute, pour la peine de le mentionner, bon, pour ceux qui ont écouté le film... A Beautiful Mind, là, avec John Forbes Nash. Oui, John Forbes Nash, mais celui qui jouait Russell Crowe. John Forbes Nash était mentionné pour le Nobel, genre très, 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 très tôt dans les années 70. Tout le monde est d'accord que. Puis il a eu quoi, en 97, un truc de même? 94, c'est l'année que j'ai en tête. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est 94. Mais anyways, tout le monde était convaincu qu'il allait le gagner, mais dans des lettres avec le comité, parce qu'il y a des trucs qui se sont dévoilés à travers le temps, le Advisory Committee, qui donne son opinion sur le sujet, a eu une conversation absolument intense, où est-ce qu'il y a une des personnes qui dit « On pourrait le donner à Nash s'il n'était pas aussi fou qu'il est. » Puis quand il disait fou, c'était en référence très claire au fait qu'il était de sa schizophrénie. En fait, je vais trouver la quote, là, puis c'était d'un gars qui s'appelle Samuelson, qui était un des premiers
Mais tu vois que peu importe en fait le sujet et le domaine, il y a toujours quelque chose qui est teinté de la mentalité de l'époque. À cette époque-là, avoir des problèmes de santé mentale, c'était très tabou. Puis, j'imagine qu'il devait présupposer que donner un prix Nobel à quelqu'un qui a un problème de santé mentale notoire comme ça, c'est comme ça enlève de la légitimité à la profession. Ouais, je suis sûr que c'est une patente de même. C'est évident que c'est ça, puis c'est arrivé à plein d'autres mondes là, dans l'histoire, ce genre de patente-là. Là, c'est comme pire parce que c'est un Nobel. Pendant que tu cherches ton affaire, Vincent, je suggère qu'on commence parce que les gens, merci aux gens sur Patreon qui ont participé. La participation est vraiment bonne, puis on a beaucoup de questions, fait qu'on va essayer d'être discipliné. Je commence donc avec une question extrêmement sérieuse posée par Francis, que je fais apparaître à l'écran. Texan brisket ou steak and egg? Steak and egg. Ouais, moi, je suis plus brisket. De la brisket, c'est bon du brisket, mais tu peux en manger. Anyways. Tu peux faire les deux. Hein? Oui, c'est ça. Mais j'étais sûr que ta réponse, ce serait ça. C'est pas mutuellement exclusif. Je présumais que c'était comme la question, le classique. Il faut que tu fasses un choix. Si j'ai pas à faire de choix puis je peux tous les avoir, je vais tous les prendre. Mais as-tu trouvé des bons joints en Virginie? Pas encore. Sur les steak and egg, j'ai rien trouvé qui fait la job de ce que je voudrais. Fait que j'ai pas cherché une tonne là, encore, mais cet été, je vais probablement essayer un petit peu plus, mais je suis pas optimiste. Ouais. Les gens sont fascinés par ton alimentation. Hein, puis après ça, on va changer de sujet. Il y a une deuxième question là-dessus. Jean-Pierre qui pose la question suivante. Vincent mange-t-il son steak and egg avec des patates pilées? Le pire, c'est que je sais pas pourquoi les gens sont fascinés par son alimentation. Clairement, ça mène à la calvitie. Là, puis le monde, vraiment, j'ai de la calvitie depuis que j'ai 18 ans. Fait que ça date d'avant que tu découvres le steak and egg. Oui, vraiment. Là. Premièrement, les patates pilées, je trouve pas ça si bon que ça. Fait que, en fait, le moins de patates, c'est vraiment une des choses que je comprends pas, mais je comprends pas pourquoi les gens aiment les patates. Je trouve pas ça super bon. Pour vrai, là, si tu vas quand je vais prendre des burgers, mettons, là, je m'en vais dans un burger joint. C'est un vestige, les patates, dans le sens que c'était probablement l'aliment calorique dans les pays nordiques le plus intéressant. Pas probablement, le plus. Ben, ça pousse partout, puis ça se conserve très longtemps. Exactement. Oui, puis c'est high calories. Non, c'est vrai, mais c'est pas si bon. C'est le riz d'Amérique, les patates. Là. Oui, mais c'est bon. Comment je peux dire ça? La force, c'est que c'est tellement présent dans tout. Tu sais, quand tu vas manger chez de la famille, puis qu'il y a des gens plus âgés, en fait, tu essaies de trouver un seul repas où il n'y a pas des patates dedans. Tu manges un pâté, il y a des patates dedans. Tu déjeunes, il y a des patates quelque part. Tu soupes le soir, il y a des patates aussi, des patates pilées, des patates bouillies, des patates en genre de chips. C'est comme partout. En fait, c'est vraiment constitutif de l'alimentation d'Américains du Nord. Là. Ben écoute, il y a un article super connu en économie que je viens de t'envoyer. Ça s'appelle « La contribution de la patate à la croissance démographique et à l'urbanisation ». Je veux juste préciser qu'il y a juste dans ce podcast-ci qu'on partir des patates pilées à aller jusqu'à un article scientifique. Et tout ça en dedans de 2 minutes sans aucune recherche. Mais ça, c'est parce qu'on est plus pertinent que Radio Can. Mais en gros, ça, c'est écrit par un Canadien, en fait, Nate Nunn, qui est à l'université Harvard maintenant. Puis Nunn, ce qu'il souligne, c'est que la patate a une vertu assez forte. C'est que, tu peux en produire des bonnes quantités pour ta famille avec un très petit espace. Donc, tu peux en avoir dans des jardins derrière chez vous. C'est un bon supplément calorique. Mais aussi, ça ne nécessite pas énormément de travail. Fait qu'il y a 2 effets qui viennent de la production de la patate. C'est que tu permets aux villes de se développer davantage parce que tu peux avoir un peu d'agriculture dans les villes. Puis au 17e, 18e siècle, c'est important, un peu d'agriculture dans les villes parce que tu as des gros problèmes de qualité de la nourriture, d'apporter la nourriture, le coût de l'apporter, le coût de la gestion, l'entretien, les questions. En fait, juste comparer les calories qu'il y a dans une carotte versus une patate. Je veux dire,
C'est capoté la différence entre les deux. Oui, puis c'est un aliment qui est transformable quasiment à l'infini. Décliner tout ce qu'on fait avec ça, là, ça peut aller du déjeuner jusqu'au dessert. Dans le temps, ils faisaient des genres de bonbons patates. Des bonbons patates, pas des biscuits, mais des genres de galettes faites à partir de patates. Écoute, juste pour te donner une idée, là, l'article, ce qu'il dit, c'est qu'à peu près, si tu prends la croissance des villes entre 1700 et 1900, la moitié est expliquée par l'introduction de la patate. Dis pas ça au maire de Québec, il va devenir anti-patate. Toi, là, il est responsable de l'étalement urbain. Non, c'est la densification. Ah, OK. L'urbanisation. Finalement, les patates, c'est bon, maudit. Ça a permis d'augmenter la population mondiale d'à peu près un quart. La patate, c'est vraiment un des légumes les plus efficaces. Puis c'est probablement une des innovations technologiques qui est les plus sous-appréciées de l'histoire de l'humanité. La patate a fait augmenter de 25% de la population. 25% de l'augmentation de la population est expliquée par la patate. C'est malade, là. Je suis vraiment content que tu comprennes. Un quart, parce que si j'avais dit ça à un journaliste, eux, ce qu'ils auraient fait, c'est qu'ils se seraient dit, si la population était 1 milliard, la patate a augmenté la population de 250 millions. Non, c'est que si la population a augmenté de 250 millions, un quart du 250 millions est dû à la patate. C'est la proportion d'une dérivée, en gros. Même chose avec l'urbanisation. Comme si tu avais pensé que je ne le comprendrais pas, t'es drôle. Non, mais c'est parce que pour les auditeurs, c'est important de le dire, mais c'est aussi important parce que ce que ça me fait dire, c'est que j'ai déjà eu cette exacte conversation-là avec au moins 5 journalistes que je peux me rappeler, les instances où j'ai dit non, des cas comme ça où est-ce qu'il fallait vraiment que j'explique que non, c'est pas ça, là. C'est les mêmes qui disaient qu'on ne peut pas ralentir une croissance, c'est ça? Oui, j'ai déjà eu cette conversation-là. Puis probablement les-mêmes aussi qui pensent que Radio X, c'est vraiment juste des caves qui parlaient. Il y avait Yann qui parlait, c'est ça. Mais merci Jean-Pierre de ta question sur les patates pilées qui nous a amené à la croissance de la population mondiale. C'est quoi qui s'est passé là? C'est mon téléphone. Il a fait un Régent Tremblay. Ouais, c'est ça, mais là, j'étais comme, c'est-tu juste dans ma tête ce qu'on vient d'entendre? Non, c'est le theme song de Jurassic Park. À toutes les fois que Régent il fait une chronique avec Jeff à Radio X dans le temps, t'arrivais, puis boum, en plein milieu de la chronique, le téléphone sonne, la grosse affaire. Des fois, 3-4 fois en plus. Il y a un mute sur mon téléphone. Je viens de le faire. J'y vais avec Antoine qui dit « Vincent parle souvent de baser les politiques sur l'individu. » Là, j'ai résumé sa question parce qu'elle était plus longue. Là. Baser les politiques sur l'individu plutôt que sur un groupe. Dans sa truc original, c'était « Ou une collectivité peut-il expliquer le concept et ses implications concrètes? » Écoute, quand je dis baser les politiques sur l'individu, je te dirais, c'est plus l'idée que je pense pas que ça existe, les groupes. D'une analyse méthodologique. Une construction sociale. Non, mais c'est parce que tu pars au mauvais niveau d'analyse. Tu devrais toujours commencer de l'individu. L'individu choisit des groupes. Ça existe à des fins de langage, mais dans le concret, ça n'existe pas. Exactement. Puis aussi, c'est parce que quand tu penses à un groupe, il n'y a pas de cerveau collectif, il n'y a pas d'estomac collectif, il n'y a pas de conscience. Comme on dit souvent, une entreprise, c'est un bout de papier. C'est un certificat de constitution, c'est un payroll, c'est des revenus, c'est des dépenses, c'est un bilan financier, c'est des états financiers. Mais en bout de ligne, c'est un ensemble de plusieurs éléments individuels qui sont regroupés ensemble. C'est pour ça que je veux dire, c'est important d'étudier les communautés qu'on choisit. Mais remarque que je viens de dire pas mal. Qu'on choisit. Donc, l'unité de base, pour moi, c'est l'individu. Puis écoute, le meilleur exemple de ça, c'est quand tu regardes ce qu'on appelle la meilleure manière de voir comment c'est de la merde de faire des politiques publiques sur la base de groupes plutôt que les individus. Ça s'appelle la fallacie de l'inférence écologiste. C'est que si tu prends la moyenne de plusieurs groupes, donc disons que je regardais je prenais la moyenne pour 50 villes américaines du taux de chômage, pas du taux de chômage, disons du revenu et du niveau d'éducation.
Puis pour la moyenne des villes, je pourrais peut-être voir, en prenant la moyenne de chaque ville, d'une moyenne d'années d'éducation, moyenne de revenus, tu verrais probablement pas d'effet à l'intérieur de la population si dans chacune des villes, la variance diffère à l'intérieur de chaque ville. Mais si tu prenais tous les individus au lieu de toutes les villes, là, tu verrais une relation positive entre éducation et revenus. Puis cet exemple-là, ça, c'est ça qui arrive quand tu utilises la mauvaise unité de départ. Puis on en a souvent des inférences, des fallacies de l'inférence écologiste. C'est que tu prends la mauvaise unité d'observation, puis parce qu'il y a des différences entre les individus à l'intérieur de chaque groupe et des différences entre les individus, entre les groupes, bien, tu peux complètement fausser le jugement que tu vas faire sur la base des données que tu observes. Un autre nom pour ça, c'est Simpson's Paradox. Simpson's Paradox dit que c'est tout à fait possible. Fait que, par exemple, si j'augmente dans la population le revenu de tout le monde de 10%, mais que j'augmente la taille du groupe de gens qui est le plus pauvre, mettons, bien, je pourrais avoir l'impression que la population s'est appauvrie, même si tout le monde, je les ai enrichis de 10%. J'ai juste créé 10 nouvelles personnes qui se sont ajoutées au groupe le plus pauvre. Donc, comme tu as augmenté la taille relative des groupes, bien là, tu te retrouvais avec un aspect qui est faussé dans la relation. Tout le monde s'est enrichi, mais tu as changé les proportions des groupes. Exactement. Je voulais jouer au prof de littérature avec Vincent, avec fallacie, puis je me rends compte de quelque chose d'assez spécial. Ça arrive des fois qu'on a des mots anglais qu'on n'a pas d'équivalent français. Puis ça en est un. Parce que l'équivalent, c'est erreur, by the way. J'ai cherché la traduction. Mais tu sais, je veux dire, erreur, c'est mistake, error, fallacy. Ouais. Mais t'es là, moi, dans ma tête, quand je lis en anglais, fallacy, error puis mistake, je vois des affaires différentes. Ben, en français, fallacieux, ça existe. Fallacieux existe, mais il n'y a pas rien. En mathématiques, parce que quand tu dis que tu as une fallacie en mathématiques, right, c'est que c'est un terme précis. Là. Les gens pensent que fallacie, c'est juste comme un mot que tu peux utiliser comme... que c'est juste plus beau que erreur. Oui, c'est ça. Mais en réalité, en mathématiques... Tu as raison. Fallacie est un mot français. En mathématiques, je ne serais pas surpris qu'en français, c'est là. Mais quand tu dis a mathematical fallacy en anglais, c'est une instance de... il y a un aspect volontaire, on dirait quasiment, dans une fallacie. Oui, parce que ce que tu as fait, mathématiquement, quand tu utilises ça, puis généralement, c'est dans les cours de logique que tu vois ça, c'est que tu as parti d'un... soit que tu es parti d'une prémisse qui est inacceptable. Donc, ton antécédent, là, je ne vais pas gosser, là. Ouais, ça, ton antécédent... fallacieux, trompeur. C'est exactement ça. C'est ça, c'est qu'une erreur, ça peut être involontaire, mais une fallacie, en tout cas dans le sens de raisonnement fallacieux, c'est que c'est un raisonnement ou une affirmation qui a une apparence de vérité, mais qui ne l'est pas parce qu'elle s'est inférée à partir de... Tu prends, mettons, deux prémices qui sont vraies, puis tu arrives à une conclusion qui est fausse. Je ne suis pas sûr logiquement si c'est vrai, ça. Faudrait que je m'assoie pour faire le... Oui, mais on dit clairement fallacieux enchéri sur l'idée de trompeur. Un langage trompeur nous égare. Oui, mais la question c'est est-ce que c'est fallacieux? Est-ce que c'est délibéré? Je pense pas que c'est délibéré. Tu peux avoir une mauvaise prémisse, comme quand l'exemple des villes, c'est que tu penses que les villes sont une bonne représentation. Le revenu moyen puis l'éducation moyenne par ville vont être un bon résumé de la chose. C'est une hypothèse. C'est juste que tu as caché derrière ça, il y a une hypothèse que tu n'as pas checkée, il y a une prémisse qui est imbriquée là-dedans. Et quand tu as fait une inférence, donc tu as fait un statement logique, que sur la base des villes, si l'éducation est plus élevée, le revenu sera plus élevé. Right? Ben, tu as proposé une inférence sur la base d'un lien logique. Mais la manière dont tu l'as observé, c'est possible que ton résultat dit c'est faux, que l'éducation ne cause pas des gains de revenus, alors que c'est vrai quand tu utilises les individus au lieu des groupes. C'est pour ça que je te dirais tu vois le bon mot pour fallacie, j'ai tombé sur un autre dictionnaire en cherchant. Sophisme. C'est vraiment une des traductions. Je suis pas sûr que j'aime ça. Ouais, sophisme, c'est comme si c'était... Là, ça a l'air d'être plus un exercice de rhétorique. Là. Quand j'entends sophisme, parce que sophisme, c'est plus large. délibérément que tu fais ça.
Sophiste, c'est plus large. C'est une erreur de raisonnement. Sophiste, c'est plus large parce que je pourrais dire, mettons, Vincent, il n'a pas raison parce qu'il est chauve. Ça, c'est un sophisme. C'est un exemple de sophisme. Mais c'est peut-être vrai, mais c'est un exemple de sophisme. Fallacie, c'est erreur, sophisme, idée fausse, faux raisonnement. Faux raisonnement, peut-être bon. Faux raisonnement, je pensais, parce que dans le fond, une erreur peut être à propos d'un fait et pas une fallacie. Dans le sens que si je dis, mettons, en ce moment, il fait 20 degrés dehors, puis en réalité, il fait 25, c'est une erreur. J'ai donné la mauvaise information, mais ce n'est pas un raisonnement fallacieux parce que je n'ai pas utilisé d'information. Je n'ai pas fait de raisonnement dans mon affaire. J'ai juste fait une erreur factuelle. Bon, fin de la parenthèse littérature. Ouais. Mais pour revenir, non, mais c'est intéressant quand même. Là, je veux dire, ça valait la peine de le voir. Mais la fallacie de l'inférence écologiste, en mettant la discussion qu'on vient d'avoir pour simplifier, là, on va le dire, pensez à fallacy. Si tu veux simplifier, tu dis les enverdeurs. Whatever. Yann est tellement bon pour distraire. Mais l'idée, c'est que quand tu es vraiment. C'est pour ça que ton show d'écouter, mon homme. Quand tu es vraiment libéral, je sais que c'est pour ça, mais c'est parce qu'il faut prétendre qu'on ne s'aime pas puis qu'on se gagne. Il n'y a pas d'amour entre nous. Là, puis quand on se voit, il faut prétendre. C'est un show. Mais quand je dis qu'il faut que tu te bases sur les individus, c'est parce que tu ne peux pas faire des jugements à partir des groupes. Commencer de l'individu, c'est commencer de la seule base d'analyse. C'est le bon endroit pour starter. C'est le seul truc qui existe vraiment, en fait. Puis généralement aussi, plus tu descends à des niveaux d'agrégation qui se rapprochent de l'individu, plus tu augmentes l'environnement réel de choix que les gens ont. Oui. Parce que tu as plus de choix sur ta famille, tes associations locales, tes groupes communautaires que tu en as sur, ou ton entreprise, que tu en as, disons, sur ta localité, ta ville, ou sur ta province, ou sur ton canton, ou sur ton département, ou sur ton pays. Le niveau d'agence augmente plus tu es proche de l'individu. Mais vous, monsieur Gelozo, croyez-vous que l'individualisme a créé un niveau de troubles mentaux supérieur à la normale? Ah non, regarde, on repart pas là-dessus, là, parce que en tout cas, bref. Je veux pas trop dire du mal du texte, parce qu'après, Yann, il me dit je le connais. Fait que là, je veux pas. Ah, mais c'était pas méchant ce qu'il a fait. C'était pas méchant. C'est juste. Non, c'est pas méchant. C'est un ramassis de discours ambiants qu'on entend souvent. Que l'individualisme cause du problème. Là, tu as coupé un peu. Tu parles de l'article dans la presse de. Ouais, l'article dans la presse de je sais plus trop qui, là. Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'ai vu passer, puis comme. Écoute, voici un mot-clé pour moi. C'est que si tu utilises le mot main invisible dans les médias, tu n'es pas crédible. Parce que la plupart des gens qui comprennent la pensée d'Adam Smith sont pas fans d'utiliser. Ils comprennent qu'est-ce que le mot veut dire, mais ils sont pas fans de l'utiliser parce que la main invisible, parce que, bon, là, un truc de philo bien vite, là. Adam Smith, il y a deux choses qu'il dit. C'est que oui, on s'organise par la recherche de notre intérêt personnel, mais aussi la recherche de notre intérêt personnel est entièrement dépendant de notre capacité, puis ça, c'est dans la théorie des sentiments moraux, est entièrement dépendant de notre capacité d'empathir avec les autres. Donc, c'est-à-dire que pour satisfaire mon intérêt propre, je dois être capable d'imaginer le besoin de l'autre et donc de vivre un peu dans les souliers d'autrui. La main invisible a une espèce d'aspect mécanique que les gens qui sont familiers avec la pensée d'Adam Smith n'aiment pas vraiment. Pas parce qu'ils pensent que le concept n'est pas bon, mais parce que qu'est-ce que les gens maintenant entendent quand le mot c'est des buzzwords est prononcé. C'est rendu un buzzword. Oui, c'est des buzzwords. La liste des buzzwords, là, moi, aussitôt que je vois néolibéral, aussitôt que je vois austérité, aussitôt que je vois extrême droite, aussitôt que je vois populisme, toutes ces affaires-là, je sais très bien que
c'est une espèce de bouillabaisse intellectuelle qui a très peu de chances d'avoir. Le plateau, c'en est un aussi, hein, parce que ça s'applique aussi à droite. Là. Quand Oh, tu dis absolument. le plateau, c'est un buzzword, ou les élites médiatiques aux États-Unis, quand ils disent ça. Oui, exact. On est exactement dans la même gang. J'y vais avec une question de Sonia qui demande est-ce possible de ralentir les dépenses, là j'avais coupé, mais c'est du gouvernement, sans avoir à augmenter les taux d'intérêt? Attends, je ne comprends pas la question. Ben, parce que Ralentir dans les le fond, dépenses de l'État? parce que dans le fond, elle posait une question, je l'ai coupé parce que j'avais pas le choix, là, mais elle posait une question dans le fond sur faire face un peu à l'impact de l'inflation. Bon, là, il faudrait que le gouvernement réduise ses dépenses à un moment donné. Ben, elle dit est-ce que, dans le fond, il y a un moyen autre? Parce que forcément, si tu montes les taux d'intérêt, ça va forcer le gouvernement à s'endetter un peu moins. J'imagine que c'est ce qu'elle dit dans sa question. L'affaire des taux d'intérêt, là, ça dépend beaucoup plus de la Banque centrale en fonction de la quantité d'argent qu'elle veut injecter ou retirer de l'économie. Donc, ça, si tu veux ralentir l'inflation, c'est la Banque centrale qui va détenir ça. Mais il n'y a pas 300 solutions autres que de passer par des hausses de taux d'intérêt. Exactement. Mais quand la Banque centrale fait ça, un des effets, c'est que le gouvernement va devoir emprunter à des coûts plus élevés. Mais il y a aussi une autre manière de couper les dépenses que les gens oublient. Puis c'est pas une manière de couper les dépenses nécessairement directement, même si techniquement, je serais très fan de prendre une scie mécanique, une hache, puis de rentrer dans plusieurs départements. En fait, un de mes rêves, c'est de faire ce que Harry Gold fait dans Entourage avec le gun à paintball. Ouais. Puis tu rentres dans un ministère, puis « You're fired! » Puis « Your fates have been sealed. You've all been fired. » Puis ça serait quelque chose que j'adorerais faire ça, de licencier des fonctionnaires à la CAQ. On commence en baissant les impôts. Mais cette manière-là de couper les dépenses, de sabrer, généralement, c'est très difficile. Par contre, une manière subtile, c'est de réduire le fardeau relatif de l'État. C'est-à-dire que tu cherches des manières d'augmenter la croissance économique pour que la quantité de ressources que le privé réussit à créer, mais qu'il conserve contrôle sur, augmente tant en nombre absolu qu'en proportion de l'économie, de telle sorte que les dépenses de l'État, OK, d'accord, en quantité absolue peuvent rester les mêmes, mais vont réduire. Dans un cas comme ça, tu peux avoir une situation où le déficit pourrait se résorber en même temps que les taux d'intérêt, en fait, que le fardeau de la dette va aussi baisser. Les taux d'intérêt pourraient augmenter parce que l'avantage de croissance, l'avantage d'investissement, le gouvernement va faire compétition avec des investissements privés, donc va devoir emprunter à des taux plus élevés. Mais l'effet dans ce cas-là, c'est que c'est possible que comme il y en a besoin de moins parce que le privé en crée plus, dans ce cas-là, tu pourras avoir un effet où le déficit, à toute fin pratique, se résorbe sans grande conséquence. Dans l'histoire de l'humanité, les gouvernements qui coupent dans les dépenses sont forcés de le faire. Avec quelques exceptions, là, on a des exemples, puis ça, c'est dans ce qu'on appelle la période de Reagan, un peu. Non, moi, je pense que ça fait dans ton exemple, ils étaient pas mal obligés. Les périodes dans lesquelles l'État s'est plus contenu, c'est que tu avais la période, puis ça, c'est peut-être, les gens oublient, mais je ne suis pas fan de l'étalon or, même si je suis un maudit libertarien. Il y a une question là-dessus plus loin. Oui, bien, rapidement, un des avantages, par contre, de l'étalon or, c'était pas tant l'or, c'était le fait que tu limites la croissance monétaire. Tu limites la croissance monétaire, tu limites les capacités du gouvernement. C'est une forme de constitution fiscale et monétaire que le gouvernement a. Puis un des effets dans le temps, c'était que, sans rentrer dans les détails du mécanisme, quand tu as un étalon or, tu ne peux pas faire des déficits de manière soutenue et constante parce que tu vas avoir des adverse clearings contre toi. Non, les enjeux peuvent être différents. C'est que tu peux créer une déflation beaucoup plus facilement avec un étalon or. Tu peux avoir une croissance du déflation supply. avec étalon or? Non. Non. Mais dans le fond, si ta démographie augmente plus vite, par exemple, que mais ça, c'est parce que ta production capacité. Non, mais ta production d'or que tu as, si ta population augmente plus vite que la quantité d'or qui est disponible, tu crées une forme de déflation. Oui, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une mauvaise déflation parce qu'il y a de la bonne inflation, puis il y a de la mauvaise inflation, puis il y a de la bonne déflation, puis de la mauvaise déflation. La bonne déflation, c'est si la quantité produite augmente.
Fait que tu veux que les prix baissent. C'est-à-dire que tu ne veux pas changer la quantité de monnaie, tu veux que les prix baissent tout simplement parce qu'il y a plus de biens. Par contre, si ce que tu as, c'est, disons, moins de biens, que tu es moins productif, que tu as une récession due à des facteurs réels, pas des facteurs monétaires, là, tu veux que les prix augmentent pour indiquer aux gens qu'il y a une rareté. Ça, c'est de la bonne et de la mauvaise. De la bonne inflation et déflation. Je le ramène sur le plancher des vaches. Moi, je n'ai jamais été fanatique de l'histoire de Talon Or, puis je m'explique, c'est que il y a des choses que tu veux pas, définitivement que tu veux pas, généralement, quand tu te mets dans la tête d'un entrepreneur. L'inflation forte, comme on vit présentement, là, 18%, tu veux pas ça. C'est de la merde. Vous le voyez, là, les gens de business, difficulté à faire un contrat à long terme. Puis quand je dis des fois même à court terme, dans le sens que tu es un entrepreneur, tu veux signer des contrats au mois de janvier pour des livrables cet été, dans un contexte que tu ne connais pas le coût des matériaux que tu vas avoir cet été, puis tu n'as pas la capacité de les acheter tout de suite puis de les storer. Tu es dans un contexte où tu es obligé d'avoir des contrats open. Tu te dis, écoute, là, ça va coûter à peu près 15 000, mais ça se peut que ça coûte 20. Fait que là, c'est pas un contexte qui est favorable à la signature d'un contrat avec tes clients. Fait que l'inflation très forte, on n'aime pas ça. L'autre côté, la déflation, c'est quelque chose aussi, une déflation un peu plus forte. C'est pas quelque chose qu'on apprécie non plus. Une déflation de 2 ou 4 bien, dis-toi une affaire, c'est si tu possèdes de l'argent présentement dans ton compte de banque, puis cet argent-là prend de la valeur à rien faire, bien, ça va retarder certains investissements. Attends une minute. Il faut faire attention. Il y a un rôle là-dedans très clair pour les attentes. En fait, tu as raison dans une certaine mesure. J'ai tout le temps raison. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Si les gens s'attendent à de la déflation, les gens vont, s'ajuster en pré-terme. Puis souvent, en fait, quand on regarde historiquement, quand tu avais des situations où tu avais une expectative d'une tendance déflationniste, les gens écrivaient dans les contrats ce qu'on appelle des gold clauses. C'est-à-dire que le repaiement se faisait dans une quantité d'or délimitée à la période initiale. C'est-à-dire que les gens s'attendaient en avance sur un ajustement qui était un peu automatique. Deuxièmement, il y a aussi le fait que quand tu as de la déflation, si tu es un entrepreneur, mettons, puis tes prix baissent, d'accord, mais en même temps, ce qui se passe, c'est que la valeur de ton actif a augmenté. Parce qu'en toute fin pratique, si les prix baissent, tu es capable de commander plus de biens et donc ton revenu réel augmente. Donc, ce qui se passe, c'est que le balance sheet des ménages ne change pas dans une situation comme ça, tant et aussi longtemps que c'est attendu. La mauvaise déflation, c'est si demain matin, le gouvernement, sans avertir, décide de couper la masse monétaire d'un tiers, puis c'est coûteux pour toi puis pour les autres d'ajuster les prix. Dans ce cas-là, la seule chose que tu peux faire, si c'est trop coûteux d'ajuster les salaires, que tu ne peux pas renégocier le contrat du travailleur du jour au lendemain, mais qui te coûte le même prix qu'hier, mais qu'il y a moins d'argent en circulation, bien, le résultat qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sacs tes employés dehors, que tu réduises ta production. Ce qui amène une récession éventuellement. Ou que tu fermes les portes. Exactement, ce qui amène une récession. La contrepartie de ça, c'est si le gouvernement décide d'imprimer trop d'argent. Voilà, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les compagnies, pendant un moment, vont augmenter leur production, mais éventuellement, on va réaliser que ce n'est pas soutenable. Et donc, tu vas avoir une mini-récession aussi qui va éventuellement survenir. Ce qui est important, c'est le gouvernement a agi d'une manière non attendue pour les acteurs en créant une injection monétaire ou une contraction monétaire qui était inattendue par les individus, qui a dévié d'une norme. Puis ça, c'est vraiment ça le problème. Moi, personnellement, c'est la raison pourquoi j'ai toujours été vraiment très à l'aise avec l'objectif classique d'avoir une inflation entre 1 et 3 %. Parce qu'il y a une forme d'attente qui crée tout ça. La difficulté pour les banques centrales, évidemment, ils ne parviennent pas toujours. Parce qu'il y a toujours un lag entre la politique monétaire et les résultats de la politique monétaire, évidemment. Donc, ils vont commencer à voir l'économie se reprendre du mieux bien après que les taux d'intérêt aient été mis dans la toilette et que le quantitative easing a été fait. Au même titre, Yann, que l'inflation est arrivée bien après l'impression massive de cash. Puis, Écoute, puis non seulement ça, mais écoute, pendant ce que Yann dit, là, moi, c'est peut-être ça qui me rend un peu chaud dans mon cœur à l'égard de l'étalon or, c'est le fait que tu n'as pas besoin de banque centrale dans un cas comme ça. Tu as zéro besoin de banque centrale. Puis les gens pensent que quand les années 80, 90,
la discipline des banques centrales avec leur indépendance puis tout ça, ce qui est arrivé. Il y a un argument que certains économistes ont commencé à souligner, qui font de l'histoire économique, que la grosse stabilité monétaire des années 90-2000, c'était en partie le résultat des politiques des banques, mais aussi en partie du fait de trucs exogènes comme la montée de la Chine, exactement. Ce qui s'est passé, c'est que la montée de la Chine a tellement été importante que ça a augmenté le PIB mondial de tellement que ça a eu un effet sur... Ah oui, parce que, écoute, on a eu quand on regarde, mettons, l'époque 2010-2020, qui est caractérisée pour les débats monétaires par l'apparition du Bitcoin, donc tous les libertariens se sont mis à croire beaucoup au Bitcoin. Dans leur discours, on tapait sur le clou de l'inflation, ça amenait du monde un peu à messe. Mais l'affaire, c'est que 2010 à 2020, l'inflation, c'est une joke, il n'y en a pas, là. Il y en a carrément pas. En Europe, il n'y en a pas. En Amérique du Nord, c'est très minime. Puis, pourtant, c'est pas qu'on n'imprimait pas d'argent, dans le sens que les taux d'intérêt étaient super bas, il y avait du quantitative easing, on n'a pas vraiment fait de tightening à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui expliquait ça? En grande partie, le dollar américain qui prenait de la force, la Chine qui maintenait un yuan plus faible de son côté. Ils exportaient leur déflation chez nous d'une certaine façon, mais si on prend des termes plus économiques, c'était vraiment des gains de productivité qui étaient faits de cette façon-là. Mais souvent, les libertariens tombaient dans le discours de dire « Ah, mais c'est parce qu'on mesure mal l'inflation. » Non. Ça, c'était con, ça. Ça, on la mesure pas mal, l'inflation. Tu peux mesurer l'inflation de plusieurs manières. Tu peux prendre la loupe du producteur, tu peux prendre la loupe du consommateur, le panier de services que tu vas sélectionner qui représente le panier de services que tu vas mesurer, évidemment, va engendrer ses propres biais à l'intérieur de ce panier de services-là. Ce n'est pas nécessairement un panier de services qui est représentatif d'une personne classique. On essaie de faire de quoi qui représente la société. Et ce panier de services-là va évoluer au fil du temps, évidemment. Je veux dire, on n'achète plus de dactylo en 2022. Là. Vous comprenez un peu la game. Là. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, écoute, avant que je parle à l'image que Frank vient de mettre, là, pour les gens qui écoutent le YouTube, l'idée qu'on mesure mal l'inflation, là, c'est vraiment un argument super faible. En fait, on sait que... c'est basé sur les observations des gens. Là. C'est juste qu'ils vont se tanker leur voiture et sont comme, ben là, ça coûte le double de l'année passée, l'inflation ne peut pas être de 5 ou 6 là. C'est juste ça. Mais non seulement ça, mais on sait qu'il y a des biais. Il y a des choses qu'on a la difficulté à mesurer à cause des nouveaux produits, à cause de ce qu'on appelle le inter-outlet substitution, que des gens plus pauvres vont consommer des biens de moins bonne qualité. Est-ce que le taux d'inflation qu'on a... Je te donne un exemple. Un ordinateur début des années 2010 de bonne qualité, c'est 3 000 $. Un ordinateur de la même qualité aujourd'hui, c'est 1 200 $. Donc, il y a une certaine déflation. Mais si on combine ça au fait que l'ordinateur d'aujourd'hui de bonne qualité, il est quoi? Il est 5 fois plus performant que celui de 2010? Il est 10 fois plus performant? Là, tu arrives, tu dis, est-ce que c'est une déflation de 3 000 à 1 200 ou de 3 000 à 0 parce que c'est même plus les mêmes affaires? Le matériel pour faire... mesurer, mais on a une idée générale. Là. Ça, on a une idée générale qu'à peu près, là, tu prends ton taux d'inflation, généralement, qui est rapporté publiquement selon le CPI. Ça ne s'applique pas à un autre indice qui s'appelle le PCE, le Personal Consumption Expenditures. Mais le CPI, on sait que généralement, tu prends, peu importe c'est quoi le taux, puis tu ajoutes entre 0. T'enlèves, pas t'ajoutes. T'enlèves entre 0,5 puis 0,7 points de pourcentage, plus ou moins. Puis ça, c'est le CPI bias. Puis tous les biais qu'on sait qui existent, c'est pas des biais à la hausse, c'est tous des biais à la baisse. À cause de ce qu'on vient de dire, l'amélioration des produits qu'on achète. Fait que les gens qui pensent qu'il y a un surplus d'inflation qui n'est juste pas mesuré, j'ai aucune idée où est-ce qu'ils prennent ça. Pour vrai, là. Ouais. C'est quoi que tu nous as partagé? En fait, que tu m'as envoyé, que j'ai partagé à l'écran, Vincent, par rapport justement à déflation. Seconde, j'ai eu un petit pépin technique. Répète ta question. J'ai dit, c'est quoi l'article? Je viens de partager à l'écran l'article que tu m'as envoyé, je pense qu'il est du Cato. Oui, l'article, en gros, là, c'est pour les auditeurs. Là, ça s'appelle Aggregate Supply Driven Deflation and its Implication for Macroeconomic Stability. Ça, c'est peut-être l'article le plus accessible qu'il y a sur c'est quoi la bonne déflation
puis comment, en fait, la bonne déflation, c'est bon pour la stabilité macroéconomique. C'est quelque chose que tu devrais vouloir. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment sous-apprécié, même parmi les économistes. Là. Ceux qui sont généralement les plus conscients de ce fait-là, c'est l'école de pensée qui est associée proche du gold standard ou des gens qui sont des historiens économiques parce qu'eux étudient le passé beaucoup plus. Et le troisième groupe, c'est les gens qui étudient ce qu'on appelle le free banking, c'est-à-dire l'émission compétitive de monnaie, où est-ce que l'État n'a plus de monopole sur la production des médiums monétaires. Ouais. À peu près ce que seul le Bitcoin a réussi à faire. Puis je ne dis pas le mot crypto ici, je dis vraiment Bitcoin parce que c'est la seule vraie crypto-monnaie qui est décentralisée. Là. Yep. Puis encore là, c'est pas une utilisation qui est assez répandue pour avoir un réel impact au niveau économique. Là. Ça, il faut se le dire aussi. Mais c'est pour ça, moi, les banques centrales, je les trouve nécessaires encore. Je les trouve pas encore assez efficaces à mon goût, évidemment, parce qu'ils réussissent définitivement pas à nous garder dans la braquette du 1 à 3 qu'ils veulent faire. Par contre, qui ferait mieux présentement? J'ai de la misère à trouver vraiment un modèle qui aiderait à faire de quoi de mieux, parce que si vous pensez qu'on a la possibilité en 2022 d'avoir une économie qui est laissée vraiment libre, sans aucune intervention étatique, oubliez ça. Il n'y a pas d'endroit dans le monde présentement que ça se passe. Là. C'est une belle utopie à avoir. Là. Et surtout que tu ne veux pas laisser ça dans les mains des politicos. Là. C'est plus je préfère, moi, je préfère Jerome Powell aux États-Unis que Biden, là, présentement. Oui. Même Biden, il préfère Jerome Powell à lui-même. Il y a Julien qui dit « Normalement, lorsqu'il y a une crise économique, il est rare qu'un gouvernement soit réélu au Québec. Bon, qu'en pensez-vous? » Je ne suis pas sûr du constat, moi. C'est plutôt le contraire, moi, j'ai l'impression. En général, ça vient des États-Unis beaucoup. Il n'y a pas vraiment de relation très, très Parce qu'on pense à Jimmy Carter quand on entend un statement comme ça, évidemment. Ouais, mais quand il y a eu la crise ici, on a réélu Harper, on a réélu Charest. Ailleurs, ça a fait ça pas mal aussi. C'est quand même... En général, j'ai plutôt tendance à penser, moi, plus c'est vraiment une observation qui n'est pas scientifique. C'est juste que les exemples que j'ai en tête. Là. J'ai plutôt tendance à penser, moi, que quand ça va mal, les gens se cramponnent plutôt au gouvernement qui est en place plutôt que l'inverse. Bush, par exemple, 2000-2001, je ne me trompe pas, ça allait faciliter même sa réélection, probablement. Ben écoute, Reagan, si je ne me trompe pas, Reagan a eu une récession en 1982, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, il y a une récession en 82, fait que Reagan en a une. Puis en 84, il gagne 49 États et perd DC. Et l'État qui perd, il perd par comme 2000 votes. Donc, tu sais, quand... Y aurait-tu peut-être une fenêtre autour vraiment où est-ce que tu es au plus creux de la crise ou même pas, tu vois pas de corrélation là, pantoute? Je suis vraiment pas convaincu. Je regarde les États-Unis là, rapidement. J'ai juste été sur Google. Écoute, tu as 5 présidents. En fait, le truc qui le regarde, je ne le crois pas vraiment, là. Mais il y a 5 présidents qui, clairement, 2 ans avant leur effort de réélection, il y a une dépression. Il y a Hoover, puis c'est la Grande Dépression. Je pense qu'aucun politicien n'aurait survécu. Ford, je ne suis pas sûr que je considère Ford comme ayant été... Je veux dire, il y a trop de facteurs autour de Gerald Ford pour que ça soit significatif. Carter, je l'achète. Bush père, je l'achète. Ils disent que Robert Taft, en 1912, quand il a perdu, il y a eu une récession. Non, c'est pas clair, en fait, qu'il y a une récession en 1912, parce qu'il y en a une en 1907, puis la contraction est terminée. Fait que là, tu regardes les 5 présidents qui ont l'air d'avoir une récession. Il y en a 3 cas qui sont excessivement ambigus. Maintenant, tu vas dans ceux qui ont été réélus. Tu as Coolidge qui est réélu, puis il y a eu une récession qui est en cours quand il a accédé au pouvoir, fait qu'il est en cours de reprise en 23. Roosevelt, Grande Dépression, 36. Il y a eu une mini-récession dans la dépression en 38. Il est réélu en 40. Puis en dehors de tout ça, ça supposerait aussi que le motif unique de la réélection ou du changement de gouvernement serait ça. Alors que si on va dans le détail de toutes ces élections-là, puis on pourrait prendre le Canada, le Québec, peu importe aussi,
il y a tout le temps un événement autre que ça qui peut être clivant, qui fait qu'un gouvernement va rentrer ou va être sorti. Je ne suis pas sûr que c'est si déterminant que ça. Parce que Charest perd les élections au Québec à Pauline Marois seulement en 2012, si je ne me trompe pas. Mais là, on est vraiment plus loin dans la crise. La crise éclate en 2008. Il a été réélu, rappelle-toi, les deux mains sur le volant. Puis écoute, je regarde, il y a un gars qui a fait, le même gars que tantôt qu'on parlait pour les patates, là, Nathan Nunn, il y a un article que je ne savais pas qu'il avait fait. Il a pris, pour tous les pays qui étaient possibles, il a pris la corrélation entre une récession en général pour une période uniforme pour tous les pays et le taux de turnover pendant des récessions. Puis je pense que c'est la profondeur des récessions. Anyways, il check juste la corrélation. Puis juste ça, là, le range, c'est tu as des endroits qui ont des corrélations négatives, c'est-à-dire que les récessions sont associées avec des plus grandes chances de réélection. Puis ça, c'est genre la Tunisie, les Maldives, l'Australie, l'Indonésie, la Norvège. Autour de zéro, tu as la Suède, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne. Et dans la section où est-ce que des récessions augmentent les chances de réélection, l'Argentine, Taïwan, l'Albanie, le Bhoutan. Fait que je ne suis pas convaincu. Là. Je regarde la distribution. As-tu des corrélations plus grosses que moins 0,3 puis 0,3? Écoute, tout a l'air d'être pacté entre moins 0,5 puis 0,5. Tu es dans l'insignifiance. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que... Mais ça, c'est les taux de corrélation par pays. Fait que, attends, je vais envoyer le lien à Frank, comme ça les auditeurs vont pouvoir voir le graphique. Quand tu regardes ce graphique-là, là, ce que tu devrais remarquer, c'est que, premièrement, un taux de corrélation peut être entre moins 1 et 1. Right? Fait que tu es boundé dans ces directions-là. Là, ce que tu devrais regarder, c'est pour tous les pays qui ont trouvé une corrélation entre, puis oublie le mean trust, là, parce que l'article est intéressé à quelque chose d'autre. Fais juste regarder au fur et à mesure que tu t'approches de zéro des deux barres dans le graphique. Regarde combien d'observations sont autour de zéro. Mais la plupart des observations, tu as une couple de cas où est-ce que c'est positif, tu as une couple de cas où c'est négatif, la corrélation, mais la plupart des observations ont l'air d'être centrées autour de zéro, ce qui me fait dire que la moyenne est probablement zéro. L'effet moyen, la corrélation moyenne est zéro et très probablement que... Mais c'est dur d'avoir une affirmation. Mais je comprends la question qui a été posée par Julien parce que là, il disait au Québec, je pense que lui, ce qu'il voit là-dedans, c'est que tu sais, mettons que tu es un gouvernement puis que tu arrives, puis bon, tu avais prévu vanter ton bilan, puis ben là, on a aidé tout le monde, puis on est un bon gouvernement, puis on a fait... Là, tu es obligé de changer ton narratif, on va se le dire, parce que là, tu peux plus vraiment vanter ton bilan puis dire qu'il y a eu tant d'emplois, puis c'est ci, puis c'est ça, alors que souvent, ça n'a aucun rapport avec les vrais coupables de l'État. Oui, puis en plus, dans le cas, mettons, d'une province comme le Québec, là, tu vas te présenter aux élections, puis l'enjeu massif, ça va être l'inflation, puis on sait que, bon, le Québec, ça n'a pas vraiment rapport dans l'inflation. Là. Les vrais coupables dans cette histoire-là, c'est les analystes politiques. Je pense que c'est eux qui véhiculent ce mythe-là énormément. Tu sais, un analyste politique, puis j'en suis un d'une certaine façon, c'est un show, OK? C'est un divertissement. Là. Non. On n'a aucune calice d'idée de ce qui s'en vient au niveau politique. Parce que les mouvements de foule, quand tout part d'un bord, tout part de l'autre, les réelles intentions derrière les gens, je pense qu'on a... Quand on arrive et qu'on essaie de faire de la projection, il va arriver ci, il va arriver ça, tu peux autant caler bullshit que les gens dans mon métier de base en finance qui essayent de prédire la direction des marchés. Écoute, pour ajouter à ça, là, moi, je me souviens quand l'austérité était un débat au Québec, tout le monde disait le gouvernement qui fait de l'austérité, qui ne s'est jamais arrivé. Le gouvernement qui fait de. Philippe Couillard a quand même nettoyé un peu le dégât que son prédécesseur du Parti libéral, soit dit en passant, lui avait laissé. Hey, c'est un conservateur. Ah oui, never mind. Fait il avait nettoyé un peu les dégâts, mais dans un des économistes qui a travaillé beaucoup sur la question de l'austérité, Alberto Alessina, qui malheureusement est mort
il y a 2 ans, je pense, un accident de vélo stupide. C'était un des meilleurs économistes de sa génération de loin et il avait écrit énormément sur l'austérité. Et une des choses qu'il trouvait, c'était que dans le livre que Frank venait de partager, qui s'appelle Austerity, qui est très simple, tu n'as pas besoin de te comprendre, puis le sous-titre, c'est When it works and when it doesn't. Il y a un chapitre entier qui est voué à la question de la réponse des électeurs au cas de la réponse des électeurs aux situations d'austérité. Et quand le gouvernement fait des mesures d'austérité, les chances de réélection augmentent. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est juste que c'est vraiment pour 2 ans un très, très, très mauvais quart d'heure. Donc, en moyenne, c'est trouvé que les efforts d'austérité allaient augmenter les chances de réélection. Ce qui va un peu à l'encontre de ce que plusieurs gens intuitivement pensent, mais aussi à l'encontre de tout ce qu'on entendait au Québec à l'égard d'austérité. Ah, Jean Charest va perdre à cause de ça. Et même si lui n'avait pas fait d'austérité, Philippe Couillard va perdre parce qu'il a fait ça. Puis son austérité, je ne suis pas sûr que j'appellerais ça de l'austérité. Il y a peut-être un petit peu plus de discipline fiscale que les autres, mais c'était pas de l'austérité. Les dépenses ont quand même augmenté en dollars absolus. Ça, c'est le plus grand mensonge qui a été raconté. Moi, ça, c'est, excusez, là, mais ça me fait capoter qu'on répète qu'il y a même eu des marches. Là. La marche contre l'austérité. Là, tu dis, oui, mais vous marchez contre quelque chose qui n'existe pas. Je maintiens que si Dominique Anglade perd, là, il faut que je me présente au leadership du Parti libéral pour 2 choses. Oui. C'est comme il n'y aura plus de députés libéraux, probablement après la prochaine élection, à la vitesse que ça s'en va. Je pourrais avoir le nom du parti puis m'assurer que personne au Québec puisse utiliser l'étiquette à part moi, selon mon désir. Puis deuxièmement, c'est que je serais bien content d'avoir un parti libéral qui est dirigé vraiment par un libéral. Moi, ce qui me fait rire aussi avec cette histoire-là, tu sais, tous les députés libéraux qui s'en vont, puis je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont saisi. Tout le monde sont là, ils ont peur de perdre, ils ont peur de perdre. Ils ont zéro peur de perdre. Ils ont peur de gagner. Ouais, la réalité, c'est la suivante. Les gens, là, les libéraux présentement, s'ils sont réélus, puis ils vont perdre quelques députés, là, mais il va en rester 12, il va en rester 15 des libéraux en chambre, dans un parti qui ne retournera plus jamais au pouvoir. Il n'y a personne qui a le goût d'avoir ce poste-là. Ben, il ne dit pas jamais, mais présentement, ça n'a pas l'air très positif pour eux. Ouais, puis sérieusement, chaque fois que Dominique Anglade se prononce sur quelque chose, sérieusement, je me dis que si on enlevait les noms dans un article, il fait juste épurer l'article pour le rendre anonyme en termes de contenu. Mais je ne suis même pas sûr si c'est QS, c'est que je ne suis même plus sûr de c'est quoi. À la limite, avant, quand je disais un truc sur Jean Charest, j'avais scrubbé l'article pour enlever mention du dit conservateur. On va pas se gêner. J'aurais été capable de savoir de qui on parlait malgré l'anonymat. Maintenant, je ne suis pas sûr de c'est quoi l'identité du Parti libéral du Québec. C'est clairement pas libéral, mais c'est pas non plus l'espèce de social-démocratie de marché qui avait l'air d'être le truc sous Couillard. Puis, il y avait quand même une sorte de cohérence dans le discours. Le problème, Vincent, c'est pas que toi, tu ne saches pas c'est quoi leur identité, c'est qu'eux ne sachent pas c'est quoi leur identité. Ben, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un vrai chef. Exact. Ou sinon, tu pourrais le reprendre en mode trollatique et le rebaptiser le Parti anti-libéral du Québec. Tu fais rien que proposer. En mode trollatique. Ben oui. Et tu pourrais juste proposer des nationalisations. Il faut faire breveter le mot trollatique. Parce que ça sonne phonétiquement très similaire à laxatif. Oui, ben ça a la même fonction. La même fonction, en effet. Absolument. Ça a la même fonction cognitive. J'ai Maxime qui demande, avec les indices qu'une récession serait à nos portes, quelle stratégie devrions-nous adopter pour se préparer? Bon, d'abord, d'accord sur le constat ou pas? Je le sais pas. Écoute, si je le savais, j'aurais mon île dans les Caraïbes parce que j'aurais juste shorté le marché au complet. Si je le savais, j'aurais trouvé quelqu'un. J'ai dit, écoute, ma certitude est 100%. Faisons un leverage. Dis-moi c'est quoi ton taux auquel tu es prêt à prêter ou cut me in, puis je te donne l'information. Puis on short tout le monde, puis on fait fortune, puis j'ai mon île dans les Caraïbes. Ceci dit,
j'ai pas ces couilles-là parce que j'ai pas cette information-là. Puis même, tu sais, j'ai vu des économistes dans le passé avec une certitude puis un prestige incroyable se prononcer parce qu'ils avaient eu raison comme plusieurs fois avant. Mais à un moment donné, la shot après qu'ils aient eu raison, ils ont comme tort 6 fois de suite. Bon, t'en as aussi qui ont prédit 7 des dernières 5 récessions, là, puis qu'on continue de les écouter, puis ça me tape un peu ses nerfs. Mais t'en as aussi, tu sais, comme... Peter Schiff. Mark Faber. Mais t'as aussi de l'autre bord, t'as Larry Summers, qui avait prédit ce qui se passerait en 2007-2008. Qui avait fait des avertissements qui ressemblaient à quelque chose, mais il avait aussi fait quelque chose de précis dans ce cas-ci. Mais les gens oublient qu'entre les deux périodes, il a fait au moins 2 erreurs qu'il allait avoir une récession. Il a dit en fait que les années Trump allaient être associées à une grosse décroissance. Puis si tu enlèves la COVID, en fait, c'est tout à fait faux. Sous Trump, il y avait de la croissance. Les gens sont très mauvais pour prédire c'est quoi une expansion. Maintenant, c'est quoi que tu devrais faire? Je vais te le dire. Tu n'as rien à faire. Non, je vais te le dire. T'es toi, l'économiste. Tu ne sais pas parler au vrai monde. Moi, je vais faire ma job de conseiller en finances personnelles. Puis tu vas voir, la réponse va être pas mal meilleure. Sécurité financière. Si jamais il y a du monde qui nous écoute, Chris, c'est rendu que c'est moi qu'il faut qu'ils le reprennent. S'il y a des espions qui nous écoutent pour nous dénoncer. Faire une plainte à l'AMF. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense une autre organisation qui ne devrait pas exister. Comme le SEC. Je ne peux point parler. Ce que vous avez à faire, premièrement, c'est que vous devriez toujours être prêt à une récession. Comment on fait pour toujours être prêt à une récession? Niveau d'endettement relativement bas, ayez des actifs plus élevés que vos passifs, ayez un fonds d'urgence si vous perdez votre job. Généralement, on suggère entre 3 et 6 mois de revenus accessibles. Ça, c'est pas investir sur les marchés financiers, c'est pas investir dans le Bitcoin. C'est dans un petit bas de laine à quelque part, dans un petit compte d'épargne. On est capable d'accéder à cet argent-là. Non enregistré ou CELI, si vous avez l'espace CELI. Compte à haut rendement qui donnait quasiment rien, là, qui commence à me donner de quoi parce qu'on a augmenté les taux à Banque centrale. On est dans 1,25, 1,50 environ. Fait que soyez prêts, faites attention à votre employabilité, dans le sens que si ça fait 3 ans que vous méprisez votre boss parce qu'il ne pouvait pas vous remplacer, ça se peut que tu soyez le premier à décrisser la journée qu'il va avoir besoin de couper des postes aussi. Là, fait que c'est vraiment ça la game. C'est de faire attention à ses dépenses, essayer d'acheter le moins d'affaires possible avec des paiements. Oui, c'est difficile pour une maison, ça prend une hypothèque, on n'a presque pas le choix. C'est difficile souvent pour un véhicule automobile. Mais en dehors de ça, si tu veux faire un voyage dans le sud, assure-toi d'avoir micro-ondes en prêt accordé, ça peut être non. Exactement. La plupart des gens gèrent leurs finances en fonction de... Ben oui. Des micro-ondes, t'empruntes pour un micro-ondes. Oui, l'autre fois, je suis allé au... Je pense Accorder, c'est 13%. Arrête, Frank, shut up. Non, mais je te jure, j'étais allé au Canadian Tire puis j'ai vu des affaires, genre payer 1,69 par mois pendant 64 mois pour telle affaire. Ben écoute, ça dépend c'est quoi telle affaire, mais si c'est un micro-ondes, come on, esti. Je peux aller sur Amazon puis je vais en trouver un à 50$. Ouais, Amazon a commencé à offrir des ventes à tempérament.